Nous en venons donc aux amendements et je vous redonne immédiatement la parole. Monsieur Préma, pour défendre votre amendement 134, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Donc, il s'agit de substituer au mot statut les mots convention collective dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines au Parlement et notamment celle des moyens mis à disposition des parlementaires pour faciliter l'exercice de leur mandat. Donc, je reprends en fait cette argumentation sur le distinguo entre convention collective, négociation collective et droit commun du travail. Parce qu'en fait, si on ne signe pas une convention collective, c'est le droit commun du travail qui s'applique et ça pose des problèmes dans au moins 3 domaines différents. Donc le temps de travail, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on serait dans l'illégalité dès la 36e heure de travail hebdomadaire non rémunérée en heures supplémentaires si on est dans le cadre du droit commun, puisque seul un accord collectif permettrait de déroger à la durée du temps de travail fixé à 35 heures. Donc là, c'est tout le système de l'instauration des jours de RTT ou le régime de forfait jour pour les cadres. Donc c'est vrai qu'on a un décalage de cette situation avec les réalités de notre profession. Puis en plus, il faudrait ajouter à ça le travail dominical, le travail de nuit qui sont fréquents en raison des spécificités de l'exercice de la profession, avec les séances de nuit, la représentation du député en soirée, les dépôts d'amendements en horaire décalé. Donc c'est pour ça que la négociation collective, elle permet une dérogation et éviter une rigidité qui serait impossible à gérer. La deuxième chose, ce sont le cas des ruptures de contrat. Lorsque le député termine son mandat, les contrats de travail de ses collaborateurs sont rompus automatiquement. Donc ça peut être licenciement pour motif personnel dans des conditions juridiques problématiques. Donc là aussi, préconstitution contractuelle du motif de licenciement, qui est prévu par l'article 8 du contrat de travail, type des collaborateurs, est contraire au principe essentiel du droit du travail. Donc, malgré le caractère parfois collectif des licenciements en fin de législature ou en cas de remaniement ministériel, pour le cas des suppléants, rien n'est prévu pour l'accompagnement professionnel des collaborateurs. Donc j'insiste sur cette notion de convention collective pour prévoir ces cas de dérogation. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 134, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, merci. C'est évidemment un sujet important puisque c'est à l'occasion de cette modification du règlement que nous avons sorti un peu plus les collaborateurs que nous employons d'une zone grise. Puisque rappelez-vous que par la loi de transparence, nous avons fait en sorte qu'ils puissent apparaître sur nos déclarations d'intérêt. Je crois me rappeler qu'en réunion de la Commission, ça n'avait pas été immédiatement consensuel. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, nous parlons de leur statut. La Commission a beaucoup hésité sur la manière dont nous devions écrire cela, puisque nous cherchions le bon terme entre cadre d'emploi qui nous paraissait adapté, mais en même temps qui relevait de la fonction publique territoriale, statut dont on nous disait aussi que ça relève un peu d'une autre type d'organisation. Au final, on a pensé que c'était le mot le moins mauvais parce que c'est celui qui ouvre le plus de potentialités. Je suis hostile et la Commission a eu la gentillesse de me suivre sur les amendements qui sont proposés pour améliorer l'écriture première. D'abord parce que la notion de convention collective est quelque chose qui est difficile à appliquer en l'état à l'Assemblée nationale, puisque ça sous-entendrait qu'il y a une organisation ou au moins un collectif d'employeurs. Il peut y avoir des organisations de salariés, il y a aujourd'hui des syndicats dans la maison, mais pour les collaborateurs, j'entends, mais il n'y a pas de collectif d'employeurs. Donc, je vous propose d'en rester pour le moment à ce qui est la proposition de la Commission, c'est-à-dire un mandat donné aux questeurs pour discuter avec les organisations de collaborateurs d'un statut. Pour les mêmes raisons, je serai hostile tout à l'heure à l'amendement sur la précision du droit social privé, parce que nos collaborateurs sont déjà employés sous contrat de droit privé et que je ne sais pas bien ce qu'est un contrat social public. Donc je ne suis pour que la loi soit assez précise. Là, en l'occurrence, elle me paraît un peu bavarde et donc je propose d'en rester en l'état à ce qui est déjà, je le crois, en tout cas c'est ce que les associations de collaborateurs m'ont dit, un progrès dont il ne faut pas goûter l'instant. Au contraire, il faut apprécier l'instant. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Bechtel, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je crois en effet que l'amendement n'apporte pas grand-chose. Je me félicite beaucoup pour ma part de cette introduction du premier terme nouveau. J'avais pour ma part proposé un amendement moins bien rédigé, je pense, mais qui allait en ce sens à l'occasion de la loi de transparence. Il m'avait été dit à l'époque à la Commission des lois qu'on examinerait cette question plus tard. C'est fait aujourd'hui, je crois que c'est fait dans des termes clairs, à une petite réserve près toutefois. On ne dit pas qui va être le partenaire de la négociation du statut
puisqu'on dit que les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social, et de la négociation du statut, alors qu'on veut peut-être dire que les questeurs déterminent les conditions, la négociation du statut lui-même. En d'autres termes, la question que je pose est qui est en face des organisations représentant les collaborateurs? Est-ce que ce sont les questeurs ou est-ce qu'on veut dire que c'est eux qui détermineront qui est en face? C'est la seule petite interrogation que j'ai, mais je me félicite beaucoup de cette avancée mesurée et bien menée, je crois, qui est une véritable avancée. Merci Madame la députée. Monsieur Taugourdeau, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, j'apprécie la position du Président de la Commission. Non, mais comme on approche de Noël, moi je me prends à rêver que au groupe socialiste, notre collègue député, un jour se mette à penser avec autant de compréhension aux problèmes des employeurs privés. Quand vous reparlerez de convention collective, ça m'intéressera de voir ce que vous direz quand il s'agira d'employeurs privés. Merci Monsieur le député. Monsieur Coronado, vous avez la parole. Monsieur Coronado, vous avez la parole. Oui, je comprends la position du président de la commission des lois. Personne ne conteste le fait que c'est un progrès. Je voudrais simplement revenir sur une question. D'abord, on peut considérer qu'il y a déjà en partie un statut unifié, je l'ai dit tout à l'heure. En 2002, par exemple, quand il a fallu diminuer le temps de travail et passer aux 35 heures, ça a été une décision de la Caissure et des services de l'Assemblée qui s'est appliquée à l'ensemble des collaborateurs parlementaires. Donc, de fait, il y a déjà un petit statut. Donc, quand on dit qu'on va négocier un statut, qu'est-ce qui reste à négocier, Monsieur le Président, au-delà de ce qui existe déjà et qui est décidé par les services de l'Assemblée? Est-ce que c'est la politique salariale? Est-ce que c'est la politique de formation? Tout à l'heure, vous avez, sous forme de critique, très aimable, mais vous l'avez dit à François de Rugy pour rejeter un de ses amendements, ce qui est intéressant dans les amendements qu'on propose, c'est le caractère opérationnel. Donc, pour reprendre, même si je ne partage pas l'enthousiasme de ma collègue Bechtel, je voudrais savoir d'abord comment vous voyez la négociation de ce statut, et puis comment cette négociation paritaire se met en place à partir du moment où il y a un petit blocage pour une discussion totalement égalitaire entre 517 employeurs et des gens qui sont totalement atomisés aujourd'hui et qui n'ont pas de représentation syndicale. Je rappelle, quand même pour dire qu'on peut avoir quelques doutes, c'est qu'il y avait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et elle est toujours en place, une unité de gestion pour les collaborateurs de groupe, qui était l'association des présidents de groupe, qui aurait pu mettre en place, par exemple, une politique commune sur les salaires, une politique commune pour la formation des collaborateurs de groupe, et il y avait en plus la nécessité d'avoir une représentation syndicale, parce que les seuils étaient atteints. Ça n'a jamais été le cas. Donc la bonne volonté qui est la nôtre n'a pas toujours été aussi manifeste qu'elle paraît l'être désormais. Donc je voudrais simplement que vous m'éclairiez sur la manière dont cela va se passer et quels sont les réels acquis qu'on obtient avec ces deux amendements que nous allons voter. Merci Monsieur le député. Monsieur Guyotot, vous avez la parole. Merci Présidente. Je vais suivre le Président de la Commission parce que c'est toujours ces fausses bonnes idées, Monsieur Coronado. Je vais vous parler de quelque chose que je connais. J'ai été assistant pendant 18 ans. Oui, mais pas 18 ans, certainement pas. Donc, j'ai été assistant pendant 18 ans, donc je peux parler du métier, enfin, de la fonction d'assistant qui n'est pas un métier. Attendez, et quand vous nous expliquez que les assistants travaillent la nuit, travaillent le samedi et le dimanche, attendez, pas à moi, parce que on n'est pas chez Zola ici. Je crois qu'aujourd'hui, la fonction d'assistant a beaucoup évolué, elle est en train d'évoluer. Moi, je préférerais que vous déposiez un amendement pour une équivalence de grade dans l'administration, ce que beaucoup d'assistants demandent, mais pas ce genre de truc, parce que ça, c'est une usine à gaz qui ne leur sert à rien. Merci, Monsieur le député. Monsieur Préma, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je reviens sur l'écriture de Monsieur le Président. Il se trouve que moi, avant d'avoir lu le règlement de l'Assemblée nationale, j'avais lu le manuel de survie à l'Assemblée nationale, et c'est vrai que c'était une de vos idées, et je me félicite qu'il y ait quand même la notion de statut, et ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Par contre, pour juste revenir là-dessus, je crois qu'il faut prendre un aspect un peu plus de hauteur sur la question du collaborateur parlementaire, parce que là on commence à parler des gens qui ont été collaborateurs. Combien de députés actuels ont été d'anciens collaborateurs parlementaires? Beaucoup. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais il s'agit quand même il s'agit dans l'écriture du règlement d'essayer justement de donner aussi une image de l'Assemblée. Donc une image d'Assemblée passe par le statut,
Par le statut, on va avoir une professionnalisation du métier de collaborateur parlementaire. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas que les collaborateurs parlementaires aient à terme uniquement l'envie de gagner le système politique, mais qu'ils aient envie d'ouvrir aussi ce système politique, qu'ils aient envie d'être reconnus par rapport à leurs compétences. Parce que quand on parle de statut, on parle de professionnalisation, on parle de descriptif de tâches, on parle de compétences, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut évoluer. Donc c'est facile de dire que droit social privé, on n'y comprend rien. Je vous fais quand même signal par hasard que le Parlement européen, lui, a légiféré d'une autre façon sur le statut des parlementaires, qui sont quasiment assimilés à des fonctionnaires avec une grille de 19 grades. Et donc, ce n'est pas une question anodine. Ce n'est pas une question où on va dire c'est pas de droit privé ou pas. Donc, voilà, je rejoins votre sentiment sur le statut. J'aurais quand même aimé introduire cette notion de convention collective pour ces raisons. Merci, monsieur le député. Monsieur Dauzière, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, à l'occasion de ces divers amendements, la discussion a tendance un petit peu à dévier sur presque le statut, l'avenir, le passé des collaborateurs parlementaires. Alors, moi, je voudrais, au nom du groupe SRC, revenir, je dirais, à l'essentiel, et d'abord de souligner le progrès que représentent les deux amendements, celui-ci et le suivant, enfin les deux articles, je veux dire, celui-ci et le suivant, sur notamment la reconnaissance au sein de cette Assemblée du rôle et de la fonction des collaborateurs des parlementaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, il y a une autre observation à faire, c'est que dans notre maison, ce sont les questeurs qui sont chargés de tout ce qui concerne la gestion financière. Bon. Et les questeurs, au passage, pas plus que le bureau, je dis à M. Coronado, ne sont les employeurs. Ce sont des députés, chacun d'entre nous est l'employeur de ses collaborateurs, dont je souligne d'ailleurs qu'il les choisit librement et avec des affinités politiques. Enfin, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Bon. Et l'Assemblée n'est pas l'employeur, je dirais, des collaborateurs parlementaires. L'Assemblée joue un rôle de secrétariat que nous confions à l'Assemblée, moyennant d'ailleurs une rémunération, et ça facilite les tâches. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a quelques députés, il n'y en a plus que 3, maintenant il y en a eu une dizaine, qui gèrent eux-mêmes, je dirais, leurs collaborateurs dans la totalité des charges, des fonctions, des déclarations à l'URSSAF et autres, et où l'Assemblée n'a strictement rien à voir dans cette gestion. C'est une opération difficile, il n'y en a plus que 3 parlementaires qui sont dans ce cas. Et donc, et je vais terminer, Madame la Présidente, mais je ne reprendrai pas la parole sur l'ensemble, je dirais, des amendements. Nous nous réjouissons donc que cette reconnaissance soit faite. Simplement, si nous nous en sommes tenus au soutien des deux articles que le rapporteur nous propose, c'est parce qu'on ne peut pas anticiper de la manière dont les choses vont se dérouler. En particulier, nous avons récusé en commission le mot de convention collective, pour la bonne raison qu'une convention collective, c'est quelque chose qui se signe entre une représentation des employeurs et une représentation des salariés. Or, à l'heure actuelle, ni au niveau des employeurs, il n'y a de représentation, ni au niveau des salariés, il n'y a de représentation. Il y a des associations, il y a un syndicat, etc. Par conséquent, tout ça doit évoluer. Tout ça pourra évoluer dans la mesure où nous confions aux questeurs le soin d'engager ces négociations. Et je voudrais rappeler que depuis 2012, nos questeurs ont déjà amélioré très sensiblement la condition des collaborateurs. On leur donne aujourd'hui une reconnaissance officielle. C'est un premier pas, mais on ne peut pas d'un seul coup tout régler. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 134 qui a recueilli l'avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 124. Monsieur le rapporteur, votre amendement fait l'objet d'un sous-amendement. Monsieur le rapporteur, amendement 124. Oui, c'est un amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Merci, monsieur Préma. Votre sous-amendement 150. Vous avez la parole.
C'était le même que le sous-amendement, hein, c'était avec la... Nous sommes sur le sous-amendement. Oui, pardon. 150. D'accord, tout à fait. Excusez-moi, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Non, c'était simplement pour préciser cette notion de droit social privé pour les raisons que j'ai énoncées précédemment et justement en ayant pris en compte les débats en commission avec le fait que cet amendement entend répondre notamment à cette notion de négociation du statut qui se fera dans le cadre juridique du droit social privé. Voilà. Merci. Pardon, merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ce sous-amendement 150 ? Un avis défavorable, Madame la Présidente. La notion de contrat de droit privé existe déjà dans le texte de la Commission. Merci Monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix ce sous-amendement 150, avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 124 du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Plusieurs amendements identiques. Non, 130. Ah oui, pardon. Le 137 et le 141 tombent exactement. Nous en venons au 139. Monsieur Rabin, Monsieur Prémat. Pardon. Merci Madame la Présidente. Donc il s'agit de toujours, on vient en fait, on développe cette notion de statut. Hein, je reprends la discussion de tout à l'heure puisqu'on disait comment est-ce qu'on va organiser justement les représentations des employeurs et des employés. Et ben dans le cadre des élections professionnelles des collaborateurs de députés. Donc évidemment, si les collaborateurs souhaitent entamer des discussions, il faut qu'il y ait en face aussi une représentation des députés employeurs. Donc il appartient aux députés employeurs de déterminer la manière dont ils souhaitent s'organiser pour négocier avec leurs salariés. Et en la matière, la légitimité du bureau ou des questeurs à négocier une convention ou un accord s'appliquant à l'ensemble des députés employeurs semble incontestable. Alors, pour les raisons que vous avez rappelées, hein, d'une part, ils sont élus par leurs pairs. Ensuite, les questeurs sont en charge de tous les, donc je cite, actes relatifs à la gestion du personnel, de la sécurité et de l'accès aux locaux de l'Assemblée nationale et prennent toutes les dispositions pour faciliter l'exercice du mandat parlementaire. Donc d'ailleurs, à ce titre, les questeurs allouent notamment aux députés une enveloppe budgétaire destinée à la rémunération des collaborateurs dont ils fixent le montant. Et on a pu par le passé décider d'allouer une prime de 13e mois aux collaborateurs sans consultation préalable des députés employeurs. Donc ils sont dans leur rôle. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait l'objet de plusieurs questions, notamment la question du statut collectif des collaborateurs au bureau de l'Assemblée nationale, notamment par le biais de questions écrites. Voilà. Donc Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 139, s'il vous plaît. Un avis défavorable, Madame la Présidente, pour deux raisons que va nécessairement intégrer notre collègue, puisqu'il en connaît parfaitement le sujet. D'abord, au plan réglementaire, c'est discutable et même très contestable de faire des questeurs, qui est un organe de l'Assemblée, ou du bureau, qui est un autre organe de l'Assemblée, le représentant des députés employeurs. Nous sommes les employeurs. Nous n'avons pas de représentants. Et si les questeurs ont aujourd'hui, et c'est une réponse à Sergio Coronado, ont déjà commencé à discuter avec les organisations de collaborateurs, mais dont il m'avait semblé justement qu'il était intéressant que l'Assemblée puisse donner un mandat un peu plus fort aux questeurs pour faire progresser la discussion. Si les questeurs ont commencé à discuter, ce n'est pas parce qu'ils représentent les employeurs, c'est parce qu'ils sont chargés du fonctionnement de l'Assemblée nationale et donc de l'organisation des moyens mis à la disposition des députés. Donc ça peut apparaître comme étant la même chose. Juridiquement, ça ne l'est pas du tout. Et donc pour ces raisons, je donne un avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur Taugourdeau, vous avez la parole. Hier, il y avait la CMP sur la simplification. J'ai l'impression que finalement, il y avait encore des choses qui restaient à peu près simples et qu'on va compliquer. Mais vous avez une solution, hein, si vous voulez aboutir à ce que vous dites dans votre amendement. Enfin, moi, je vais suivre la position du rapporteur, mais c'est de créer un groupement d'employeurs de 577 députés. Ça existe, les groupements d'employeurs. Merci Monsieur le député. Je mets aux voix donc cet amendement 139 qui a recueilli l'avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté.